Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'entretien de dimanche, c'est politique. Mesdames et messieurs, le Bénin a courageusement entrepris il y a 2 ans une réforme structurelle majeure de la décentralisation, bien évidemment sous l'impulsion du président Patrice Talon et de son gouvernement. L'objectif clair était de donner un nouveau souffle à ce secteur et de faire rimer décentralisation avec développement à la base. Cette réforme qui visait à corriger les insuffisances passées et à instaurer les bases d'une bonne gouvernance a introduit des innovations de fond, notamment la création du poste de secrétaire exécutif qui épaule depuis quelques années donc le maire dans la gestion opérationnelle de la commune. 2 ans après sa mise en œuvre, des voix se sont élevées faisant état de difficultés de révocation de certains secrétaires exécutifs et de cohabitation parfois complexe. Face à ces constats, le chef de l'État a initié un séminaire d'évaluation le 13 juin dernier, dont les conclusions ont été examinées en Conseil des ministres le 18 juin 2025. Des débats francs ont eu lieu et le gouvernement a reconnu la nécessité d'apporter des améliorations à la mise en œuvre de la réforme. Pour décortiquer, mesdames et messieurs, ensemble ces enjeux cruciaux pour le développement de nos communes, nous recevons pour ce numéro de l'entretien le maire de Glazoué, monsieur Gilles Rondolo. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, merci de me recevoir sur votre plateau et bonjour également aux auditrices et aux auditeurs de E-Télé. J'espère que vos administrés sont mieux lotis. Ben écoutez, nous faisons ce que nous pouvons, hein. On ne donne que ce qu'on en a. Donc, de toutes les façons, à Glazoué, je crois que nous ne nous plaignons pas trop. Sauf que actuellement, c'est la saison des pluies. Bon, c'est pas qu'à Glazoué, ça. Ça commence à râler un tout petit peu. Ah d'accord, il y a parfois des épisodes d'inondation, c'est ça? Ah oui, oui, oui. Vous savez, Glazoué est une région hydromorphe et donc nos sols pendant la saison des pluies ne sont pas du tout praticables. D'accord. Et ça coïncide avec la saison champêtre. Et donc, pour aller au champ, c'est difficile. Pour en revenir, c'est difficile. Mais normalement, ça devait être tout bénef pour les agriculteurs. Oui, c'est tout bénef. Ça, c'est sur le plan de l'arrosage des pluies qui s'installent. Oui. Mais après, il faut bien se déplacer. C'est vrai. Et puis, il n'y a pas que les agriculteurs, il y a des commerçants, il y a un peu de tout. Et donc, la mobilité devient difficile dans ce contexte-là. C'est pas toujours évident. Et il y a certaines voies qui sont extrêmement difficiles à pratiquer. Or, ce sont des voies empruntées par le grand nombre, ce qui explique donc je vais appeler ça cri de cœur que la population exprime. Quelles sont les particularités de votre commune, monsieur Rondolo? Ce qui fait la grande particularité de Glazoué, c'est que nous sommes caractérisés par la culture d'une IAM. Une IAM qu'on ne trouve nulle part, parce que les terres de Glazoué offrent des possibilités qui lui donnent une qualité organoleptique spécifique. On appelle ça le laboko. Et d'ailleurs, c'est une IAM que nous fêtons à travers le festival donc du laboko qu'on appelle le FILA et qui se fait un peu avant le 15 août. Un peu avant le 15 août, un peu avant l'ascension, un peu avant le 15 août. Souvent, nous le faisons une semaine avant. D'accord. Particularité Lamboko. D'accord. Exactement. Peut-être avec le temps, nous irons à la découverte de cette Mais est-ce qu'elle est différente de l'INIAM de Savalou? Pas évident, ça doit être les mêmes. Vous savez, entre Savalou et nous, il y a une petite taquinerie parce que nous estimons que Savalou ne produit pas suffisamment d'IAM. Ah, vous en produisez plus que Savalou? Plus que Savalou. Et tout ce que vous voyez le 15 août, ça quitte Glazoué. C'est nous qui venons animer le marché de l'IAM à Savalou. Et c'est ça qui nous encourage d'ailleurs à faire la promotion du Laboko. Donc voilà un peu, sur ce plan, comment ça se passe. Mais ça quitte pas les collines, hein. Enfin, cette particularité, ça reste ça reste une spécificité des collines, mais on ne prive pas les autres départements, puisque après, les camions vont quitter les collines pour Dantopa et les autres régions, puisque désormais, l'IAM pilé est devenu un peu comme un mets traditionnel au Bénin. Pourquoi ne pas aller à la recherche d'une indication géographique alors?
Donc, puisque vous estimez que c'est une particularité. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons un festival Mm. qui fait la promotion de cet igname-là et les acteurs sont là-dessus. C'est même exporté par Mhm. certains de nos producteurs et Ok. c'est une igname qui s'inscrit. Et d'ailleurs, je crois que dans les derniers réglages au niveau gouvernemental, cette filière commence donc à être intégrée Mm. parmi les filières prioritaires. Mm. D'accord. Allez, ça c'est la petite parenthèse pour un Mhm. peu présenter votre commune. Venons au cœur de nos échanges, Monsieur le maire. Alors, en 2022, si la mémoire est bonne, Tout à fait. la réforme de la décentralisation a été présentée comme un nouveau vent visant à faire rimer décentralisation avec développement à la base. Après 2 ans de mise en œuvre et au regard surtout des débats francs qui ont eu lieu lors du séminaire auquel vous avez participé le 13 juin dernier, Monsieur Rondolo, diriez-vous que cette réforme a pleinement atteint ses objectifs initiaux, bien évidemment, de développement à la base, ou a-t-elle plutôt créé de nouvelles dynamiques qui ont ralenti l'élan? Ben, écoutez, de mon point de vue, il faut situer le contexte de chaque chose. Mhm, La réforme en tant que telle a visé deux objectifs. mhm, Un objectif politique et un objectif technique. Du point de vue politique, il y a eu une séparation des tâches, une séparation des pouvoirs. mhm, Les politiques ont été restaurés dans leur rôle qui consiste donc à animer la vie politique mhm, et on a mis à leur côté des techniciens, des cadres chevronnés qui sont appelés donc à les appuyer dans la mise en œuvre de tout ce qui est technique. mhm, Alors, dans ce sens, une certaine réorganisation de la gouvernance a été faite. mhm. Je parlerai d'abord, avant la réforme, le conseil communal concentrait tous les pouvoirs. Oui. Mais avec la réforme aujourd'hui, nous avons trois organes. Le maire en tant qu'organe, le conseil de supervision Oui. et ensuite le conseil communal. Mhm, Et au conseil de supervision, nous avons ce qu'on appelait l'exécutif, c'est-à-dire le maire et ses adjoints. Mais en plus de ceux-là, nous avons les présidents de commission. mhm. Puisque au sein de la mairie, selon qu'on ait une mairie à statut particulier, intermédiaire ou ordinaire, il y a ce qu'on appelle des commissions permanentes. Par exemple, commission affaires économiques et financières, commission affaires domaniales et environnementales, et commission affaires sociales, etc., et culturelles, Mhm. etc. Alors, toutes ces commissions sont appelées à connaître de sujets spécifiques qui participent donc à l'animation de la vie au sein donc de la communauté. Oui. Et en dernier ressort, vous avez donc le conseil communal qui se réunit une fois par trimestre, au moins une fois par trimestre, en session ordinaire, pour connaître soit des sujets classiques, hein, ça n'a pas changé, ils vont délibérer sur le budget, Mhm, ils vont approuver les différents états qu'on leur présente, mais qui peuvent également se réunir en session extraordinaire. Par contre, mhm. le conseil de supervision, lui, va se réunir tous les mois. D'accord. Et avant, on n'avait pas de conseil de supervision. Mhm. Donc, quand on quitte la phase conseil communal, on passe directement à l'opérationnalisation, à l'exécution. Et là, le maire était tout puissant. Il avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, la réforme a recadré le maire dans un rôle politique. C'est vrai que dans les textes, on dit que le maire est l'autorité politico-administrative. Mais dans les faits, De mon point de vue, ce n'est pas tout à fait cela, puisque dans le même temps, on reconnaît au secrétaire exécutif, on dit qu'il est le patron de de l'administration. l'administration. Donc, là où on dit d'un maire qu'il est première autorité politico-administrative, de mon point de vue, si chacun doit rester dans ses cloisons, et si on ne le faisait pas, il y a un risque d'immixtion dans la gestion. Encore que, les tests aujourd'hui, le code de l'administration territoriale, donne la prérogative, pas au maire, au conseil de supervision, d'assurer le contrôle de la gestion du secrétariat exécutif. Alors, on est dans une espèce de, on vous donne le pouvoir, mais on vous contrôle. Est-ce qu'on va parler de contrôle? Dans l'exercice de ce pouvoir, il y a des limites, hein, des limites, et il faut savoir raison garder. Sinon,
vous allez vous retrouver très rapidement dans un contexte d'immixtion, ce qui n'est pas ce que la réforme prévoit. Alors, justement, on a constaté une cohésion difficile, en tout cas une cohabitation, j'allais dire, difficile entre le maire et le SE. On connaît ces épisodes de révocation, ça et là, peut-être on va revenir là-dessus. Mais qu'est-ce qui dérange concrètement dans cette réforme, monsieur Rondolo? Écoutez, de mon point de vue, c'est une excellente réforme. Pourquoi? Vous savez, il faut de temps en temps, quand vous conduisez votre voiture, jeter un coup d'œil dans votre rétroviseur. Lorsqu'on nous regardons le passé, notre passé, dans la gestion de nos communes, il est évident, nous n'allons pas le nier, qu'il y a eu beaucoup de mal-donne. Parce que dans le temps, les mal-donnes, les causes des mal-donnes étaient multiples. L'administration communale n'avait pas de ressources humaines. Et d'ailleurs, c'est une administration qui a hérité des anciens agents des sous-préfectures. Et qui n'avaient pas forcément un niveau, ils n'avaient pas le niveau de qualification suffisant pour conduire une administration communale. En tout cas, pas tous. C'est resté comme ça pendant plusieurs années. Et la main était laissée aux politiques pour recruter qui il veut. Et vous comprenez, dans nos contrées, nous avons une tendance à ne choisir que nos parents, nos amis, et ça créait des biais. Aujourd'hui, la réforme est venue corriger cela. Et donc, les politiques que nous sommes, en temps normal, nous devons applaudir cette réforme et remercier le président Talon pour son courage. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Oui, quel est votre problème au juste? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Il s'agit de pouvoir. Vous voyez, souvent, le chef de l'État nous présente l'exemple du ministre de l'économie et des finances, comme quoi le ministre est son patron. C'est une réalité que sur le plan budgétaire, c'est le ministre de l'économie et des finances, désormais ministre d'État dans notre pays, il est véritablement le patron. Mais il y a une nuance. La nuance qu'il faut apporter, c'est que le jour où le chef de l'État se décide à démettre un ministre, il n'y a pas de protocole. Par contre, lorsque un conseil de supervision ou un maire n'est pas satisfait du travail d'un secrétaire exécutif, mais écoutez, il y a 4 niveaux pour la validation, sinon 3 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est le maire lui-même. Il faut qu'il documente suffisamment, qu'il apporte suffisamment d'éléments pour justifier des limites du secrétaire exécutif. Mais ce n'est pas fini. Il doit aller en conseil de supervision. Mais ce n'est pas fini. Au conseil de supervision, le débat va avoir lieu. Et là, le conseil de supervision, comme j'ai eu à le rappeler tantôt, nous avons le maire, nous avons ses adjoints, nous avons les présidents de commission. Vous savez, dans nos contrées, quoi que l'on dise, c'est le jeu politique. On peut se retrouver différentes obédiences dans un conseil de supervision. Et là, en fonction de l'obédience à laquelle appartient le secrétaire exécutif, c'est vrai qu'ils ne sont pas censés faire de la politique. Mais nous connaissons au Bénin, on est tous des politiques, des politiciens au Bénin. Conclusion, il peut y avoir des influences à ce niveau-là, influences qui ne favorisent pas qu'on puisse vraiment se prononcer techniquement. Mais quand on quitte cette étape, il faut monter encore à la préfecture au niveau de la tutelle. Et là également, la tutelle a son mot à dire. Alors quand vous regardez tout ce parcours, moi je dis, les secrétaires exécutifs qui ont été révoqués, qui ont été suspendus, etc., ça veut dire que c'est des gens qui se sont fait prendre réellement. Sinon, ou vous les avez poussés vers la porte. Quand je dis vous, c'est pas vous, monsieur Rondolo, mais non, vous les vous revendiquez de votre pouvoir, votre influence. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Vous savez. Donc vous reconnaissez que ces cas-là sont possibles. Que ce soit les maires même qui tendent des pièges ou à ceux qui tombent peut-être naïvement dedans. Non, mais si vous êtes un SE qualifié, mais pourquoi tomberiez-vous dans un piège qu'un maire vous tend? Ça n'a pas de sens. Si vous faites bien votre travail. Parce que le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est pas de tendre des pièges à quelqu'un. Le but du jeu, tu viens travailler pour appuyer le maire. Parce que quoi que l'on dise, maire que nous sommes, nous avons des bilans à défendre. Moi, je descends bientôt, mais si éventuellement j'avais l'ambition de me représenter, eh bien, il faut que je puisse vendre quelque chose. Mais si j'ai un secrétaire exécutif qui n'arrive pas à conduire les activités de manière à ce que j'ai des résultats, qu'est-ce que je fais?
je n'ai pas le choix que de réfléchir à comment je le change. Alors, est-ce que c'est devenu à un moment donné le secrétaire exécutif qui s'arroge, je vais pas dire tout le mérite du budget, en tout cas tout le pouvoir politique que le maire aurait dû avoir pour avoir l'influence Ce sur... n'est pas possible. Aucun secrétaire Qu'est-ce qui exécutif... expliquerait alors ces frictions constatées dans les communes, à votre lecture à vous, Monsieur Rondolo? De mon point de vue, nous avions cogné le pied déjà au départ. Si vous vous rappelez, lorsque nous avons été reçus au Palais des Congrès, les maires ont été présentés comme de vulgaires individus. Les maires ont été présentés à la limite comme... Non, mais écoutez, les faits sont là. Moi, je n'invente rien. Les maires ont été présentés comme des délinquants. Non, mais comme des délinquants, je pèse mes mots, comme des délinquants. Alors, et on a présenté les nouveaux arrivants comme les vertueux. Alors, vous comprenez que comme les techniciens. Techniciens vertueux. Des techniciens. Mais je vous comprends dans votre lecture, je vous comprends. J'essaye d'être factuel. Oui. Hein, je ne prends pas parti. Les maires ont été présentés comme tels. Alors, mettez-vous à la place d'un secrétaire exécutif. Et on lui a mis dans la tête que oui, c'est toi le bon cadre, etc. Et l'environnement dans lequel tu vas. Attention, c'est des voyous là-bas. Il faut être vigilant, il faut. Alors, du coup, imaginez, quand il vient dans cet environnement, le respect à minima qu'il devrait avoir pour l'autorité communale disparaît. Vous pouvez comprendre qu'au début, et ça s'est passé presque dans toutes les communes, mais les secrétaires exécutifs pouvaient s'absenter et les maires ne sont pas informés. Mais de vous à moi, on est dans quel monde? C'est-à-dire que le donc, maire... il y a un manque de respect criard que... Non, mais excusez-moi, heureusement qu'il y a eu la cellule qui nous a appuyé justement, c'est là où j'en voulais. À recadrer un certain nombre de choses. Sinon, tout au début, les secrétaires exécutifs ont pensé qu'ils étaient nos patrons. Hein? Et nous, on leur a rappelé que non, c'est nous les patrons. Et ça, il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Que ça soit la 4e mandature que nous conduisons ou les mandatures à venir, c'est les maires, les patrons, il n'y a pas de débat pour ça. Et il revient donc à chaque secrétaire exécutif de rentrer dans le rôle technique. Et en rentrant dans ce rôle, c'est de montrer ce qu'il a dans les tripes. Et puis, vous savez, les secrétaires exécutifs actuels ont de gros soucis. Pourquoi? C'est vrai que pour être maire, on nous a dit qu'il faut savoir lire et écrire. Malheureusement, les maires de talent ne savent pas que lire et écrire. C'est des techniciens et de grands techniciens. Et c'est des gens qui ont des parcours avérés. Hein? On a des docteurs, des professeurs d'université, etc., de hauts cadres qui dirigent l'administration communale. Vous comprenez qu'un secrétaire exécutif aux côtés des gens comme ça, s'il est intelligent, c'est comment il capitalise, comment il apprend. Mais s'il ne joue pas sur cette psychologie et pense que lui, il a la science infuse, il a tout le savoir, il aura des difficultés. Il n'y a rien à dire. Il y aura des difficultés. Mais je crois que tout doucement, après 3 ans maintenant, que ça soit les maires, que ça soit les secrétaires exécutifs, chacun commence à connaître ses limites. Et une fois que chaque acteur connaît ses limites, ils n'ont pas le choix. Les 2 acteurs n'ont pas le choix que de travailler ensemble. Puisque le maire, lui, il a un bilan à défendre. Le secrétaire exécutif, s'il ne fait pas bien son job, il connaîtra le même sort que ceux qui ont été révoqués. Il y en a même qui sont révoqués et on ne s'est pas arrêté là. Ils seront poursuivis au plan pénal. Donc, dans un contexte comme celui-là, moi, je pense que l'idéal, ce qu'il faut, c'est que les 2 acteurs collaborent pour l'atteinte des objectifs. Et je crois que c'est à ça qu'on est en train d'arriver tout doucement. Alors, qu'est-ce que vous avez dit à Patrice Talon sur 13 juin? On a vu des décisions qui ont été prises. On n'était pas forcément au cœur des débats sérieux. On a eu assez à quelques éléments. Mais quand on dit dans un langage franc et de vérité, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben écoutez, vous savez, nous avons un chef d'État qui séduit par son style, par son management. Et lorsque vous êtes face à Patrice Talon, il vous amène à vous exprimer, à vous extérioriser. Nous avons débattu de tout ce qui fâche. Et on en a discuté. Et pour la plupart des échanges que nous avons eus, vous allez constater que le Conseil des ministres qui a suivi
il y a eu Oui, il y des a une réaction décisions. prompte. Voilà, ça montre qu'on a un chef d'État qui est à l'écoute. Et au nombre des points que nous avons débattus, je dirais que ces points étaient à la fois politiques Ok. et techniques. Vous voyez, la logique qui veut qu'on aille faire un tirage au sort de secrétaire exécutif, les maires ne sont pas pour. Et les maires l'ont exprimé au chef de l'État. Et vous avez pu constater, le chef de l'État a suggéré, ou du moins le Conseil des Les ministres a ministres, oui. suggéré, que désormais on fasse un tirage, qu'on choisisse 3 et que, on fait un tirage de 3 et on choisit un dedans. Vous sentez que votre influence revient petit à petit en vous laissant la Ce n'est main pas une question ou votre d'influence. pouvoir. Parce que C'est il une y a un question conflit de de pouvoir à un pouvoir. moment. Donc, C'est-à-dire, c'est un cadeau qui réintègre votre pouvoir dans la sélection de vos de mon collaborateurs. point de vue, je vais être très honnête avec vous, c'est un début. Pourquoi c'est un début? Mhm. Il ne suffit pas de tirer 3 et de choisir un. Si j'étais appelé à faire des suggestions dans ce sens, le choix du un, de mon point de vue, peut se faire à la suite d'un entretien. C'est-à-dire que j'ai tiré 3 au sort, on me donne la possibilité d'avoir un entretien avec chacun des 3 pour apprécier leur personnalité. C'est vrai qu'il y a eu déjà un test, et je vais vous dire. Justement, le texte et le parcours ne vous rassurent-ils pas? Non, mais écoutez, le fichier que nous avons aujourd'hui, tout le monde l'a constaté et nous le déplorons. Je ne veux pas dire que ils sont mauvais, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui n'avaient pas encore une première année d'expérience professionnelle. Qui sont dans la base de données. Qui sont dans la base de données et qui sont devenus secrétaires exécutifs. Vous comprenez que c'est un baptême de feu pour eux. Et il leur revient de prendre le recul suffisant, de se faire, d'avoir l'humilité qu'il faut pour apprendre. Et ils ont plusieurs problèmes. Souvent, on se focalise sur le cas maire SE. Il n'y a pas que ça. Il y a les anciens cadres qui étaient là avant qu'eux, ils n'arrivent. Et le premier conflit naît des salaires qui sont payés. Parce que ces anciens cadres qui ont bac plus 5, comme les nouveaux qui sont arrivés, ne sont pas payés au même taux. Puisque aujourd'hui, c'est l'administration centrale qui prend en charge les salaires des cadres. Justement, il n'y a pas une ligne pour ces cadres qui étaient là avant que les Si, il y a une ligne, mais c'est humain. Moi, j'ai un bac plus 5. Vous avez un bac plus 5. Moi, je suis dans l'administration communale avant vous. À la limite, je connais mieux de quoi il s'agit que vous. Vous venez d'arriver. Et puis, les enquêtes, ça se fait rapidement. On sait chacun d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, il occupait quelle fonction, etc. Vous devenez mon patron, d'accord? Et vous êtes payé peut-être 2 fois plus que moi. Ça crée forcément des frictions. C'est vrai qu'à terme, on va en arriver à harmoniser toutes ces choses-là, mais ça fait partie également des problèmes parce que les anciens cadres qui sont là, ils mettent la main au menton et ils observent. On va voir ce qu'ils peuvent faire. Donc, il n'y a pas que un problème entre maire et SE. Alors, je reviens donc sur la sélection. Voilà, la nouvelle sélection. De mon point de vue, c'est une très bonne idée que le gouvernement a eue et nous, maires, nous approuvons. Mais c'est une idée sur laquelle on peut faire encore mieux. Donc, vous n'êtes pas encore satisfait? Nous sommes satisfaits à moitié. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas satisfaits. Ça dépend de l'angle où on se met. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois à moitié plein. Ce que vous demandez, est-ce qu'on va pas retomber dans les travers qu'on cherche à corriger en initiant ce poste de secrétaire exécutif? Non, on ne tombe pas dans les travers puisque le tirage est fait dans la base. Ce n'est pas le maire qui amène son secrétaire exécutif. Mais après, donnons la possibilité d'un entretien. C'est un entretien qui peut durer un quart d'heure pour chacun d'eux. Moi, je tire mes 3 là au sort et puis je les reçois. Et je vais apprécier. Mais qui il est? Il a quel parcours? Chacun de nous a cette possibilité. Ça va changer quelque chose dans sa gestion, dans son fonctionnement? De mon point de vue, pas dans la gestion, mais ça nous donne plus de chance. Ça nous donne plus de chance à avoir le bon cadre. Vous savez, les maires ont évoqué une situation. Le fait qu'on tire au sort, ça peut nous conduire à laisser les meilleurs. C'est-à-dire, on a parlé de sort. Justement, on est allé à un test. Et puis, nous sommes 77 communes.
Mais dans la base de données, nous avons 400 personnes. Mais écoutez, la personne qui occupe la 400e place, d'accord, n'est pas comparable à celle qui occupe la première place. Mais comme on doit tirer au sort, ça se pourrait... Mais vu qu'ils ont suivi une évaluation, c'est qu'ils sont à même de faire le travail. Non, madame. C'est vrai que les compétences, si vous permettez, l'expérience diffère de... Si vous permettez, Oui. lorsqu'on va au baccalauréat, on a des mentions très bien. Oui. Mais vous voulez comparer une mention très bien à une mention passable? C'est pas comparable. Mais si on met mention passable, assez bien, bien et très bien dans le même panier, on me bande les yeux et on me dit d'aller choisir au sort pour diriger ma commune, mais je peux tomber sur passable. Pendant que mention très bien est là, c'est la question. Mais même si vous faites l'entretien avec les 3 que vous aurez sélectionnés, Oui. rien ne prouve que la mention excellente que vous cherchez sera dans les 3 que vous avez sélectionnés également. Madame, ce qui est bien ne se cache point. Sauf si celui qui choisit, celui qui fait son entretien n'a pas les capacités pour évaluer. Ce qui est bon, il ne se cache pas. Regardez, vous qui êtes en face de moi, regardez toute la beauté que vous incarnez. Mais qui va dire le contraire? Par contre, on mettra d'autres beautés à côté de vous et puis on va trouver que c'est relatif, que ça n'incarne pas la même énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, pour moi, je ne polémique pas sur cet aspect. C'est déjà une bonne chose qu'on ait la possibilité dans 3 de prendre un. Mais moi, j'aurais suggéré qu'on améliore un peu cet aspect en permettant aux maires d'avoir un entretien d'un quart d'heure avec ceux qu'ils ont tirés au sort pour apprécier leur personnalité, apprécier leur parcours. Et sur cette base, ils vont faire leur choix. Et une fois le choix est fait sur le terrain, ils sauront se défendre. Ça permet à remettre le maire dans sa fonction d'autorité politico-administrative. Vous tenez à votre pouvoir. C'est important. C'est pas pour rien on s'est battu pour devenir maire. On ne s'est pas battu pour devenir maire. Écoutez, chacun de nous a une parcelle de pouvoir chez lui à la maison. Hein. Il est père de famille, il est oncle, il est tante, etc. Donc, ce n'est plus rendez-nous notre budget, cette fois-ci, c'est rendez-nous notre pouvoir. Bon, on vous rend une partie de ce pouvoir-là, vous l'appréciez, mais vous pensez qu'on peut aller au-delà. Est-ce que ça va régler les problèmes constatés dans ce fonctionnement même quand on parle de rendez-nous notre budget, puis finalement c'est galvaudé, puis tout le monde crie ça dans le pays, moi ça me fait rire. Et je vais vous dire pourquoi ça me fait rire. On va pas s'éloigner de nos échanges. Non, pas du tout, pas du tout. En 2 mots, je vais juste vous expliquer que c'est à cause du jeu de corruption qu'on parle de budget. Mais de mon point de vue, ce qu'on appelle corruption. Vous savez, moi, je suis expert comptable. Et dans mon métier, lorsque je vais dans les missions d'audit, on a 2 manières de travailler. Il y a le full audit. Ça veut dire que je contrôle toutes les pièces, même 1 franc dépensé, je le contrôle. Mais vous êtes d'accord que s'il y a 1 million de pièces comptables dans cette entreprise, je vais passer des années à faire mon audit. C'est pourquoi, dans les normes, on a défini ce qu'on appelle les seuils de signification. Ça veut dire quoi? Lorsque vous, dans votre unité, dans votre entreprise, l'unité monétaire chez vous, c'est le milliard, mais quel est mon intérêt à aller contrôler 100 000 francs ou à aller contrôler 1 million? Ça n'a aucun intérêt, je perds du temps. Et lorsqu'on ramène le débat à ce niveau, une commune ordinaire dont les dépenses d'investissement n'atteignent même pas 500 millions dans une année, mais qu'est-ce qu'il y a à voler là? Il n'y a rien à voler. Les 10% querellés dans le pays, hein, ça fait 50 millions TTC. Vous dégrevez la TVA, il reste 30 et quelques millions à se partager avec combien de gens dans une année? Ben, il y a des statuts particuliers pour certaines communes. Hein. Laissez tomber. C'est peut-être sur ces communes qu'il vaut mieux concentrer beaucoup plus d'énergie que de fatiguer les communes ordinaires. D'accord. Bon, ok, vous rendez votre budget, mais on vous rend plus ou moins votre pouvoir. Vous demandez. En tout cas, le chef de l'État a été à l'écoute. Oui. Et il a acté. Il a acté. Très reconnaissant de cette décision qui a été prise donc au niveau du Conseil des ministres. Est-ce que ça va faire, pas disparaître, en tout cas, réduire les frictions constatées dans la cohabitation avec les SE? Vous savez, nous sommes des hommes.
partout où il y a des hommes, il peut y avoir des problèmes. Si vous êtes un homme qui n'avait pas reçu l'éducation qu'il faut, mais il y aura toujours des problèmes. Et donc, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, il faut espérer que les acteurs aient l'humilité et l'intelligence de comprendre qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est le développement communal. Et par rapport à cet objectif, on ne peut pas transiger. Et si on est d'accord là-dessus, je crois que tout devrait bien se passer. Il y a quand même très peu de communes où il y a des problèmes. Sinon, dans la plupart des communes, ça se passe bien. Les secrétaires exécutifs, ils sont dans leur couloir, ils sont dans leur rôle. Et nous, on est dans notre rôle également. Alors, le gouvernement s'engage, Monsieur Rondolo, à une meilleure implication également des maires dans l'exécution des programmes gouvernementaux au niveau des communes. Comment cette meilleure implication se traduira-t-elle concrètement sur le terrain? Est-ce que c'est une reconnaissance de l'expertise peut-être locale des maires n'étant pas suffisamment valorisée jusque-là? En fait, ce qui se faisait est un péché. Je vais vous expliquer. Je vais prendre le cas de l'accès à l'eau en milieu rural. Vous savez, l'accès à l'eau, c'est une prérogative des communes. Mais nous ne sommes pas suffisamment outillés. Nous n'avons pas les capacités qu'il faut pour mobiliser les ressources. Et c'est là où vous sortez normalement. Non, mais un moment. Nous reconnaissons que nous n'avons pas les capacités qu'il faut pour mobiliser les ressources, aller les rechercher là où elles sont, pour donner de l'eau à tout le monde. C'est pour ça que nous avons accepté déléguer cette prérogative à l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEPMR. Mais vous pouvez comprendre que dans le contexte d'hier, je dis hier, puisque désormais nous serons associés, mais nous sommes là et puis ça nous tombe là-dessus. On est là, on voit les chantiers pousser. Mais vous n'êtes pas du tout informé. On n'est pas associé. Et ça, de mon point de vue, le chef de l'État a eu l'ingénieuse idée de dire il faut corriger ça. Parce que après tout, bon, moi je suis maire de Glazoué. C'est vrai qu'un très beau marché a été construit à Glazoué. Mais si le maire n'est pas associé au processus, la population ne voit pas le ministre du secteur, ne voit pas le directeur de cabinet et autres techniciens du secteur. C'est le maire, c'est les élus qu'elle voit tous les jours. Et c'est aux élus qu'elle a posé la question pendant plus de 2 ans, pendant que le marché de Glazoué a été construit, pour dire, mais on intègre le marché quand? Mais si moi, je ne suis pas associé au processus, je n'ai pas l'information, qu'est-ce que je dis à la population? Je vais leur dire, je ne sais pas. C'est pas responsable. Je suis obligé de dire quelque chose pour les apaiser et les rassurer que ça va se faire le plus rapidement possible. Donc, voilà des choses qui aujourd'hui seront corrigées. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi été défaillant à un moment donné, peut-être en restant un peu trop dans votre localité et en oubliant d'aller chercher justement les financements pour peut-être régler cette préoccupation? Est-ce que c'est pas justement cette défaillance qui vous a mis, qui vous a écarté? C'est ce que j'essaye de vous expliquer. Vous savez, si nous voulons que les mairies soient performantes, nous en avons les moyens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous prenez les mairies telles que ça a fonctionné avant, on n'avait pas les compétences en ressources humaines. La mobilisation de ressources, c'est un métier. Ce n'est pas qu'on se lève et on se dit champion de je vais aller chercher l'argent quelque part. Non, puisque pour aller chercher l'argent, il faut savoir d'abord où le trouver. Au-delà de où le trouver, celui vers qui tu vas, il faut écrire des projets. Bien sûr. Il faut s'assurer que ces projets, tu peux les vendre, puisque l'autre, il va évaluer ça par rapport à des critères. Mais si vous ne les avez pas à l'interne, ces ressources humaines, vous pouvez toujours payer les consultations. Enfin, ça va faire des frais supplémentaires, c'est clair. Justement, c'est là où le bas blesse, puisque nos communes n'ont pas d'argent. Contrairement aux films que la plupart des gens se font, il y a beaucoup d'argent à prendre dans les... On n'a pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Et là également, l'administration centrale, bon, je le dis avec beaucoup de réserve, n'a pas forcément pleinement joué son rôle à des moments donnés. On pourra revenir sur ces aspects. Donc, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous vivons des fonds FADEC. Parce que par nous-mêmes, nos ressources propres ne sont pas suffisantes pour couvrir nos charges. Donc, il y a FADEC ceci, FADEC cela,
Et c'est sur ces FADEC qu'on arrive à faire les investissements. Mais les sources du FADEC sont de deux ordres. Il y a l'État et il y a les partenaires. Alors, vous comprenez que dans un contexte comme celui-là, ben, écoutez, on est un peu comme dans l'assistanat. Or, le but de la décentralisation, c'est pas ça. C'est de faire en sorte que les territoires puissent s'auto-prendre en charge. Oui. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore à ce niveau. D'où l'obligation, ou du moins, d'où la nécessité d'une volonté politique au plus haut niveau pour appuyer les communes que nous sommes. Je vais vous donner un exemple. À la faveur du séminaire gouvernemental, la commune de Glazoué, nous, on a réussi à faire un plaidoyer qui a pris. Lequel? Parce que nous, on a un problème de décharge, c'est-à-dire la gestion des ordures. Aujourd'hui, nous n'avons pas de décharge finale. On a des sites sur lesquels on fait des collectes, des sites intermédiaires, mais qui sont saturés. Mais on fait comment? On n'a pas les moyens. Et à la faveur du séminaire gouvernemental, on a fait le plaidoyer et les ministres ont été très réactifs. Le ministre du cadre de vie, le ministre de l'Industrie et du Commerce, ils nous ont reçus. On a posé le problème. La SGDS a été invitée, les autres cadres étaient là. Et il y a eu un début de réflexion. Semaine prochaine, déjà, nous attendons une mission sur le terrain. Ils viendront voir les existants et on verra bien comment on fait pour apporter des solutions à ces problèmes. C'est ce que nous attendons de l'administration. Et je crois qu'avec le président Tanor aujourd'hui, on a des opportunités que nous sommes en train de saisir. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure que j'emprunte. Vous avez parlé d'assistanat à un moment donné. Mais avec cette implication, vous n'allez pas vous retrouver dans le même rôle, monsieur Rondolo. Parce que c'est pas vous qui pilotez, enfin, vous, en tout cas, pas institut personnel. On ne se retrouve pas dans cette situation. Pourquoi? Vous aviez dit tantôt, mais pourquoi nous ne recrutons pas des consultants? Aujourd'hui, c'est un peu comme un appui conseil. Parce que quand vous prenez la SGDS, qui gère le Grand Nokwe, qui désormais est élargi à Parakou et à d'autres villes, mais ils ont de l'expertise. C'est des cadres qui ont fait leur preuve ailleurs avant d'être dans ces positions-là. Mais nous, en tant que mairie, avons-nous les moyens de les payer? On n'en a pas. Mais ces cadres travaillent pour le Bénin, pour la nation. Alors, si on peut trouver une formule pour qu'ils trouvent un peu de leur temps pour venir nous appuyer, après, on verra bien où est-ce qu'on trouve l'argent quand on va finir de faire les études, on va avoir le projet totalement ficelé, on va réfléchir ensemble sur comment on procède. C'est ça. Et ça, c'est pas de l'assistanat. Je ne vois pas, je vois ça plutôt comme un appui conseil. Et ça, nous en avons besoin. Sinon, si nous restons dans notre ego, à dire, ben voilà, l'administration centrale, elle est là-bas, nous, on est ici, on ne se développera pas. On a besoin forcément de ces cadres-là pour nous appuyer. Alors, à ce séminaire, on constate que vous avez posé beaucoup de problèmes. Il a fallu que le chef de l'État vous appelle pour cela. Pourquoi vous n'avez pas suscité cette rencontre ou bien vous l'avez fait en sourdine sans qu'on ne le sache? C'est l'occasion pour moi de dire une profonde gratitude au président maire. Je veux parler de Luc Setondi Atropo, le maire de la ville de Cotonou. Écoutez, il y a un cadre de concertation entre les communes et l'administration. Et ce cadre de concertation, il fonctionne, disons, en permanence. C'est à travers ces leviers-là que les discussions ont été menées pour qu'on puisse finalement aller dans ce séminaire gouvernemental. Et comme vous pouvez le constater, c'est tous les maires qui étaient présents, mais pas que les maires. Les adjoints aux maires étaient présents, les secrétaires, tous les acteurs majeurs qui animent nos communes étaient présents. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas restés en marge. Nous avons toujours posé nos problèmes. Et au-delà de ça, nous avons des commissions au sein de la NCB où nous invitons les cadres de l'administration pour discuter des problèmes que nous connaissons dans les communes. Et c'est cela d'ailleurs qui explique, parce que je vous avais dit, au séminaire gouvernemental, ou du moins la traduction à travers le Conseil des ministres a engendré deux types de décisions. Une décision d'ordre politique, on vient d'en parler, mais également des décisions d'ordre technique. Et au nombre de ces décisions, par exemple, imaginez dans le cadre de la conduite d'une procédure de passation de marché. Ça se fait que aujourd'hui, avec la RMP que je félicite, parce que le président Agban Bata
et tout son staff, ils font un travail extraordinaire, il faut le reconnaître, c'est très dynamique. Et aujourd'hui, on peut noter les jurisprudences qui évoluent tous azimuts. Et je plains les PRMP parce qu'ils sont sur la braise. Et s'ils ne suivent pas la dynamique, ils vont s'exposer et ils vont recevoir les coups. Certains ont déjà reçu d'ailleurs les Non, coups. ils en reçoivent tous les jours. Oui, c'est pas que les SE, il y a aussi les PMP parfois. Ils en reçoivent tous les jours. Alors, vous comprenez que dans un contexte comme celui-là, et l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux prestataires, aux chefs d'entreprise, c'est de lui donner tous les outils pour que s'il se sent lésé, il puisse réclamer. Mais il y a un hic. Lorsque le chef d'entreprise réclame, tout est bloqué. Parce que le premier acte de la RMP, c'est de dire down. Vous mettez tout à plat, le temps que je m'approprie du dossier, et ça prend son temps. Mais ça s'explique. La RMP est là pour tout le Bénin. Elle n'est pas là pour les communes seulement, elle est là pour tout le Bénin. Donc, ça peut aller de 3 mois à peut-être plus de 3 mois. Donc, ça ralentit effectivement. Alors, vous imaginez, déjà en notre sein, nous ne sommes pas assez proactifs pour sortir nos plans de passation dans les bons délais. Souvent, surtout avec les nouvelles méthodes qui viennent, comment je vais appeler ça, en tout cas pour mieux affiner le processus budgétaire, le processus d'évaluation des coûts, etc. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où la plupart des plans de passation sont prêts peut-être en février. Okay. Ceux qui sont les plus en retard, c'est en mars. J'ai déjà vu des plans de passation qui sont sortis en avril. Et vous imaginez, on lance un marché peut-être en avril-mai et un prestataire écrit et c'est bloqué encore pour 3 mois. Hey, l'année est terminée puisque bientôt on va plus faire des engagements. Donc, je crois que cette décision qui consiste donc à ce que une réflexion soit menée pour voir comment organiser pour rendre un peu plus flexible les procédures à ce niveau-là, c'est intéressant. Mais l'autre problème que nous avons, vous savez, on a trop de contrôle dans les communes. Et vous m'excusez, je suis expert comptable, mais parfois je me demande, trop de contrôle peut tuer le contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, même pour payer les salaires, je dis même pour payer les salaires, il faut le visa du contrôleur financier. Même pour payer les salaires. Pour un peu plus de transparence, bon, ça c'est les salaires, d'accord, mais... Non, j'ai pris juste un exemple. Moi, je pense que en regardant un peu la cartographie des dépenses, il y en a qui ne méritent pas qu'on aille dans ces détails. De mon point de vue. Justement, et je le dis en tant que professionnel, puisque au-delà du mec que je suis, j'ai appris un métier. J'ai appris un métier. Parce que le truc, c'est quoi? Pour les payer salaire, votre contrôleur financier est, je ne sais pas, peut-être à 30 km de vous. Ça veut dire que quand la DAF finit tout son job, il faut envoyer les documents à l'autre. L'autre ne travaille pas que pour la commune, il travaille pour tout le département. Et vous imaginez, tout le monde va lui envoyer les documents, il va contrôler tout ça et ils n'ont pas souvent de personnel avec eux. Ils sont seuls ou peut-être ils sont 2. C'est fastidieux. Ce n'est pas facile. Et dans un contexte comme celui-là, tel que c'est souhaité, si on peut en arriver à avoir un contrôleur financier par commune, ça nous soulagerait. Je prends le cas des communes du Nord Bénin. Pour celui qui connaît un peu le Nord, mais les communes sont distantes les unes des autres. Et le contrôleur financier, il est forcément au chef-lieu du département. Vous allez faire 45 km, 50, 70 km pour aller faire contrôler. Or, ils sont dans un contrôle a priori. Donc, votre doléance est de supprimer ces contrôles-là. Non, ce n'est pas de supprimer les contrôles. Mais de les réduire. De mon point de vue, en faisant la cartographie des charges, là, si c'est bien fait, il y en a, c'est de l'automatisme. D'accord? On peut faire des contrôles a posteriori sur là, ce serait dangereux, vous le savez mieux que moi. Il n'y a aucun danger à ça. Écoutez, moi, j'ai été commissaire aux comptes dans plusieurs entreprises. Mais en tant que commissaire aux comptes, d'accord? Quand nous avons fini la phase d'intérim, de procédure, etc., c'est quand les états financiers sortent qu'on va contrôler. Le contrôle. Mais les entreprises, elles sont performantes. Elles sont performantes. Et donc,
le contrôle, a priori, aurait pu être organisé autrement. C'est-à-dire qu'au sein même des communes, et ça, j'ai eu à le proposer plusieurs fois, pour l'instant, ma voix ne porte pas encore suffisamment. Moi, j'ai suggéré que nous ayons des contrôleurs, un peu comme les DAF ont été recrutés, comment on l'appelle, les DDLP et autres ont été, qu'on nous recrute des contrôleurs, mais ils travaillent au sein de la mairie. Et comme il y a un organe qu'on appelle conseil de supervision, qui doit assurer le contrôle de la gestion, mais ceux-là font leur job et rendent compte au conseil de supervision. Je l'ai proposé, mais pour l'instant, ce n'est pas Peut-être que c'est en encore. étude Peut-être pour que voir la faisabilité. Peut-être que c'est en étude. Mais si on procède ainsi, mais écoutez, et que ces contrôleurs, ceux dont je parle là, c'est des gars de l'administration, c'est ceux qui ont des profils pour être contrôleurs financiers, qu'on met dans ces postes-là, écoutez, les communes se porteront mieux. On continuera à faire les contrôles. Celui qui va faire le contrôle, il est présent, il est au sein de la commune et il sera diligent dans la mise en œuvre en tout cas, de son expertise et il va accompagner les communes. Mais dans le contexte actuel, franchement, ça crée des lourdeurs. Ça crée des lourdeurs pas possibles. Or, on est également évalué sur notre capacité à consommer le budget. Alors, vous comprenez, quand on fait tous ces va-et-vient, à la fin, on nous dit qu'on a consommé 30% de notre budget. On nous dit qu'on a consommé 40% de notre budget. Ça, c'est pas intéressant. Et c'est là où on pense qu'au sein des communes, on ne fout rien. Mais non, c'est pas qu'on ne fout rien. Il y a des procédures qui sont lentes. Il y a tellement de contraintes que, bon, parfois c'est compliqué. Moi, je pense que pour ces décisions qui sont prises, c'est des décisions salutaires et nous espérons que ça va être mis en œuvre très rapidement. Bon, nous, on est en fin de mandature, hein, oui, donc on est en train de tracer le chemin pour les mandatures à venir. Nouvelle mandature qui va s'installer. Donc, on espère que le gouvernement va faire des recrutements qu'il faut, mettre les compétences qu'il faut au sein donc de l'administration communale pour qu'on puisse vraiment nous appuyer pour régler ces problèmes-là. Et si c'est vraiment fait et que ces problèmes-là sont réglés, mais ça va rouler. Dans ce même conseil des ministres, le gouvernement a décidé de mettre en place un centre de formation justement de ces acteurs. C'est pour dire qu'on n'a plus vraiment, on n'aura plus d'arguments à faire du développement à la base, une réalité telle qu'on l'a pensé en initiant cette décentralisation, monsieur Ronolo. À ce niveau, il faut clarifier. Le centre de formation existait. Le CEFAL existe depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, on lui reconnaît le statut de centre formateur dédié. C'est ce qui a été fait. Et le fait de reconnaître, ça veut dire également que le gouvernement va être disposé pour lui donner les moyens de sa politique. Et ça, moi, je l'applaudis. Parce que l'administration communale, c'est un autre métier. C'est vrai, moi, je suis expert comptable. Mais quand je suis arrivé, j'ai appris à faire le budget d'une commune auprès du CESAF qui était là. Je ne m'y connaissais pas. J'ai eu l'humilité d'aller m'asseoir dans son bureau, de regarder son affaire de GB, CO, comment ils appellent ça, comprendre son fonctionnement et comprendre les différents outputs, comment est-ce que c'est monté, comment est-ce que ça se développe. Et donc, donner donc au CEFAL ce statut, c'est une excellente idée que nous, dans notre position, nous applaudissions et vous permettrez encore une fois, merci au gouvernement, merci au chef de l'État pour cette vision qu'il a toujours eue et qu'il implante au jour le jour afin que nos communes vraiment puissent se développer. Alors justement, au-delà de ces ajustements que vous appréciez, que vous demandez encore plus, c'est humain, quand on demande toujours plus. Donc, au-delà de ces ajustements, vous, en tant que maire, quelle est votre vision pour que la décentralisation, monsieur Ronolo, devienne réellement un véritable outil de développement socio-économique au service des populations à la base, pour qu'ils sentent l'utilité des maires? En fait, le hic, c'est la population elle-même. Ah oui. L'incivisme. Vous voyez, personne ne veut payer ses impôts. Personne ne veut payer ses impôts. Mais il n'y a pas de développement sans argent. Si vous n'avez pas l'argent, quel développement vous voulez faire? Regardez, moi je prends Glazoué. On n'a même pas de maison des jeunes à Glazoué.
Ce qu'on a, qu'on appelle maison des jeunes, faites un tour pour aller voir ce que c'est. Excusez-moi, c'est déplorable. Mais pour construire quelque chose de sérieux, c'est pas une affaire de 10 millions, de 20 millions. Non. Regardez aujourd'hui avec le chef de l'État qui est en train de construire pour nos administrations dans tous les départements. Oui, ces investissements-là, c'est plusieurs milliards. Mais nous, on va trouver ça où? Les partenaires, peut-être. Oui, mais les partenaires ne vont pas nous donner. Non, rien n'est gratuit. Vous négociez. Mais justement, ça dit que avant qu'on ne te prête de l'argent, il faut qu'on jauge ta capacité à rembourser. Aujourd'hui, et c'est le lieu de féliciter encore une fois notre ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Mais vous voyez, il a réussi à incarner un leadership dans la mobilisation interne des ressources. Hier, c'est la douane qui apportait beaucoup d'argent. Je profite pour féliciter également le directeur général des impôts. Aujourd'hui, la tendance a été inversée et les impôts pourvoient beaucoup plus les caisses de l'État, contrairement à ce qu'on a vu dans un passé récent. Alors, dans un contexte comme celui-là, ne soyez pas surpris. Chaque fois quand le Bénin sort et il va sur le marché financier, mais le Bénin demande 10 millions, on lui dit viens prendre 20 milliards. Je caricature. Bien sûr. Il demande 100 millions, on dit non, viens prendre 500 milliards. Vous croyez qu'on donne à des gens qui n'ont pas une capacité de remboursement? On ne prête qu'aux riches, a dit l'adage. Donc, vous comprenez que lorsque l'on se retrouve dans nos communes et que nous n'avons pas une capacité par nous-mêmes déjà à payer nos taxes, à payer nos impôts, et on est tout le temps dans la fuite, dans la dissimulation, dans comment faire pour contourner la mairie, hey, on va s'en sortir comment? Par contre, si nous avions une capacité à mobiliser des ressources propres et qu'il y a une gestion efficace, il y a une gestion transparente, il y a de la reddition de comptes, mais le partenaire qui vient, il nous fera confiance. Ouais. Il sait que, attention, leur budget, voici leurs ressources propres, voilà comment il a évolué sur 5 ans, sur 10 ans. C'est des gens qui se prennent au sérieux, la population contribue régulièrement, ils vont nous prêter de l'argent. Et les petits problèmes que nous avons, par nous-mêmes, nous allons les régler. Et c'est le lieu également de remercier encore le gouvernement, puisque aujourd'hui, il y a le PPP, une loi a été prise dans ce sens. Partenariat Public-privé, une loi a été prise dans ce sens et que nous allons commencer à tester. Mais là encore, le partenaire qui vient en PPP, si ses intérêts ne sont pas garantis, ça n'ira pas. S'il n'a pas l'assurance que, en mettant mes sous pour construire un pont quelque part, je dois peut-être prendre une redevance ou je ne sais pas quoi là-dessus, s'il n'a pas l'assurance que le milieu est suffisamment fréquenté, les gens, ils ont les moyens pour payer et que dans un délai raisonnable, lui rentre dans ses fonds, il viendra pas. Vous trouvez que les populations ne paient pas les taxes? Est-ce que vous avez trouvé des mesures incitatives pour? Mais qu'est-ce que vous appelez, monsieur? Préférez la carotte au bâton, monsieur mais écoutez, Rondolo. Moi, c'est vous le maire, vous avez une équipe, vous trouvez la stratégie qu'il faut. Moi, j'ai eu une double chance. La première, c'est d'abord d'être maire de la commune de Glazoué, mais je suis par ailleurs président du groupement intercommunal des collines. Donc, l'intercommunalité, je la dirige aujourd'hui. Mais je vous certifie que nos communes, de gros efforts sont faits par l'administration communale. Mais en face, je vous donne un exemple. Nous avions pris des décisions qui allaient dans le sens de faire contribuer les gens sur les carrières de sable, etc. Est-ce que vous pouvez comprendre que le peu qu'on demande là, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour payer le peu qu'on réclame. Nous avions imaginé des choses, on a travaillé, on a fait des travaux avec les impôts et on est allé jusqu'à dire, même ceux qui ont construit des maisons en banco, il faut trouver le moyen de les faire contribuer. Mais ils sont pas prêts pour payer. Ils sont pas prêts. Alors, c'est par manque ou par volonté? Non, moi je n'appelle pas ça manque de volonté, c'est de la mauvaise foi. On ne peut pas être dans une cité et refuser de payer ses impôts. Mais regardez, je suis venu chez vous, c'est métamorphosé ce quartier. Moi j'ai grandi à Fidjrosé. Mais le Fidjrosé que je suis venu voir, la prochaine fois j'irai offrir du champagne au chef de l'État. Parce que ce que j'ai vu là... Il ne fait que son travail. Non, mais écoute, non, même si, oui, il faut qu'on m'encourage. Oui.
Il faut qu'on l'encourage. Mais figure, c'est métamorphosé, il y a de la bitume partout. Mais ça, c'est l'amélioration de notre cadre de vie. Donc, vous comprenez que, donc le défi, de mon point de vue, le problème, c'est nous-mêmes. C'est d'abord les populations. Et là-dessus, le rôle que nous, en tant qu'élus, nous avons à jouer et qu'on essaye de faire, c'est de sensibiliser. Et quand on aura réussi et qu'il y aura une masse critique qui comprend que, attention, la route que vous voulez qu'on améliore là, le dispensaire que vous voulez qu'on équipe là, ainsi de suite, l'école que vous voulez qu'on mette des tables et bancs, vous voulez l'électricité, etc. Il faut contribuer. Une fois que tout le monde a compris ça et que tout le monde joue son rôle, on a un dispositif national aujourd'hui qui discipline les cadres de l'administration. Aujourd'hui, contrairement à hier, je vous disais, les réformes, parfois, nous nous en plaignons, mais regardons dans notre rétroviseur. Hier, on pouvait sortir de l'argent d'une caisse communale sans réaliser une infrastructure. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quand on pense au président Talon, quand on pense à tous les organes, à tout le dispositif qu'il a mis en place, tu ne te permettrais pas cela. Donc, vous comprenez que si ce que je dis là est réglé, ça veut dire qu'on a franchi déjà 50% des contraintes. Maintenant, l'autre pan de la contrainte qu'il faut régler, c'est l'administration centrale elle-même. Parce qu'elle a la volonté d'appuyer les communes. Bien sûr. Mais malheureusement, les fonds ne viennent pas dans le délai. Les fonds FADEC qui va devenir FIC, fonds d'investissement communal, mais ça ne vient pas dans le délai. Puisqu'on doit faire des investissements. Alors, quand moi, j'ai été aux affaires pendant 1 an et demi ou 2 ans, mais ce que j'ai vu, c'est écœurant. Parce que on promet de t'envoyer, je dis n'importe quoi, 100 millions, je dis n'importe quoi, mais en fin d'année, tu te retrouves avec 30 millions. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 30 millions? Donc, c'est un travail de collégial, en fait, pour ce développement. En fait, il faut le brassage. Interaction entre l'administration centrale et l'administration communale. De toutes les façons, nous, on n'existe pas sans le central. Et s'il n'y a pas une volonté politique au niveau central pour nous porter, on n'y arrivera pas. Puisque les faits sont là, nous n'avons pas les moyens. Et c'est en ça qu'il faut encore remercier le gouvernement. Bon, on l'a suffisamment remercié Monsieur Rondolo. Nous n'avons pas souvent ces occasions et on en profite. D'accord, vous l'avez fait. Et c'est bon, allez. Donc, on va dire une réorganisation de cette réforme, certainement pour une cohésion et également surtout pour plus d'efficacité. Absolument. Même s'il y a encore des éléments, des leviers à actionner pour parfaire cette réforme qui est très utile. Tout à fait. Voilà, allez. Au cours de ce séminaire, Monsieur Rondolo, nous avons entendu le chef de l'État. Ça, c'était, je pense, au dîner qu'il vous a offert. Au déjeuner? Au déjeuner, j'allais dire. Au déjeuner qu'il vous a offert. Qui n'est pas sûr d'avoir encore ce genre de séance avec vous avant de passer le thème. Comment cela a sonné dans vos oreilles? En tant qu'acteur politique, en tant que maire, en tant que parrain. Moi, je ne donne pas de réponse à votre question. Mais je vais juste vous faire voir une image. Quand le chef de l'État a dit ça, personne n'a applaudi dans la salle. Pourquoi vous n'avez pas applaudi? Ah, mais moi, je ne sais pas. C'est vous qui vous êtes... vous étiez dans la salle? Ça s'est fait que personne n'a applaudi. Vous étiez dans la salle. Pourquoi vous? Pourquoi je vous ai vous demandé? Pourquoi vous n'avez pas applaudi? Ça en dit long. Oui. Ça veut dire que les gens se sentent orphelins. De quoi? Ah ben, du chef de l'État qui va partir. Les gens se posent une question. Serait-ce la première fois qu'il le dit? Non, mais écoutez. Vous savez, on peut dire que la viande du lièvre n'est pas succulente. Mais on ne peut jamais dire que le lièvre ne sait pas courir. Je vous ai parlé de ce quartier. Avec ce que je suis venu voir aujourd'hui, franchement, c'est un miracle. C'est de l'exagération. Moi, j'ai grandi dans ce quartier. Je sais de quoi je parle. Nous, on est venu faire du maraudage sur les cocotiers par ici, il y a encore 30 ans en arrière. Mais un miracle. Non, mais c'est un miracle. Mais dans un contexte comme celui-là, on aurait pu applaudir. Ça veut dire que les Béninois sont soucieux. Et ils sont soucieux de quoi? Ils sont soucieux de comment ils font pour maintenir la dynamique Talon. Moi, c'est comme ça, je comprends ça. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Je dis et je répète. Oui. Le fait que tous les élus dans la salle du peuple où nous partageons le déjeuner avec le chef de l'État,
Il nous a dit, moi, je n'aurai plus l'occasion de vous reparler comme ça, je vais passer le témoin, etc. Et ça a été silence radio. Ça veut dire quoi? La préoccupation du peuple béninois aujourd'hui, c'est comment il fait pour maintenir la dynamique talent. Et je vais vous dire, la marque talent, on ne la porte pas parce qu'on peut. Hein. Non, c'est une marque déposée. Il y a peut-être d'autres talents qu'on pourrait essayer pour voir. On Oui. ne l'aurait pas essayé, Patrice Talon, qu'on ne saurait pas ce qu'il vaut. C'est normal. On est tous d'accord sur ces développements. Mais le fait, il est là. Et moi, je vous dis, je suis politique. Observez bien le pays. Vous croyez que tout est calme pour rien? C'est parce que c'est Talon qui est là. Hein? Si c'est pas Talon là, mais on a vu des présidents avant Talon. À l'heure où on est là, c'est en train de brouiller. Donc, l'écho, c'est plus une inquiétude à votre niveau. C'est ce que c'est cela que je retiens pour la réponse à ma question, monsieur Ondolo. Ce n'est pas une inquiétude dans un sens d'amertume ou dans un sens de désarroi. Mais c'est une inquiétude dans un sens de comment on fait pour que notre Bénin, qui est en train de bien changer aujourd'hui tel que nous le voyons, il n'y ait pas une césure dans cette dynamique. Mais c'est à vous d'aller nous trouver l'appel rare, puisque c'est le pouvoir, il est donné maintenant aux partis politiques. Non, mais ne vous en faites pas. Donc ça veut dire que dans vos rangs, vous ne croyez pas en vous-même? Non. Là, en fait, vous galvaudez. Non, je galvaude pas, je pose une question. Je n'affirme pas, je pose une question, monsieur Ondolo. Non, écoutez, dans nos rangs, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous allons commencer à en parler. D'accord? La particularité de la marque Talon, c'est que quand on commence quelque chose, on reste focus sur les objectifs jusqu'au bout. Ça fait qu'aujourd'hui, choisir le futur chef de l'État n'est pas forcément ce qui est important. Ce qui est important, on a ouvert le budget de 2025. Comment on fait pour faire le maximum? C'est ça qui nous préoccupe. Mais à un moment donné, nous n'aurons pas le choix. Nous allons donc regarder dans ce sens. Et ça a commencé tout doucement. Si vous observez dans tout le pays, les chapelles politiques commencent à s'animer, commencent à timidement, occuper... Mais oui. Timidement, mais ça commence. Ça commence. Et je crois que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ça va se densifier. Et Inch'Allah, on connaîtra le champion. Donc, le débat de Patrice Talon vous intrigue, vous aussi, personnellement, monsieur Ondolo? Ce n'est pas l'homme. Oui, bien évidemment. C'est la marque. La méthode, oui. C'est la marque. Oui, je comprends. Vous voyez, aujourd'hui, ou du moins quand on prend le chef de l'État, il a prospéré d'abord dans les affaires. Et quand il est venu à la tête du pays, il nous a montré une manière de faire. Et notre rêve, notre espoir, notre espérance, c'est que cette manière de faire, quand lui va partir, ne parte pas avec lui. Parce que on sait comment fonctionne au Bénin. Hein? Quand quelqu'un d'autre va venir, il va vouloir réinventer la roue. Mais la roue Talon ne doit pas être réinventée. Talon nous a déjà montré le chemin. Et quiconque vient, de mon point de vue, s'il ne se met pas dans les pas de Talon, nous allons le chasser. Parce que nous, c'est le développement de ce pays que nous voulons. Vous allez le chasser par quelle manière si le peuple béninois l'a lâché lui? Non, mais sauf s'il remet le mandat en cause. Quand on dit on va le chasser, oui. La Constitution donne la possibilité d'avoir 2 mandats, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, écoutez, si on ne vote pas pour lui, à la fin de son premier quinquennat, c'est fini, non? On l'aura chassé ainsi. Donc, c'est ce que je voulais dire à ce niveau-là. La marque Talon est une marque déposée. C'est vrai qu'il n'y a pas de marque sans, comment je vais dire, quelques fioritures qu'il faut essayer d'élaguer, d'ajuster. Ce qu'il faut élaguer, ce qu'il faut ajuster, ça va se faire, mais c'est une marque à préserver. Et on n'aura pas d'autre choix si nous voulons vraiment que ce pays poursuive dans la dynamique dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Excusez-moi d'insister un peu. Ce qui intrigue d'autres personnes sur le chapitre, en tout cas dans la scène politique, c'est que Patrice Talon le dit un peu trop. Il fait quoi? Il dit qu'il part un peu de trop. Alors, quand il le dit comme ça commence à mettre la puce à l'oreille à certaines personnes. Mais non. Est-ce qu'on va pas en arriver à une volte-face? Non, mais c'est même bien qu'ils le disent. Je vais vous dire pourquoi. Ceux qui nous en mettent le plus, c'est ceux-là qui viennent dire est-ce qu'il va partir. Parce qu'en réalité, Patrice Talon n'a rien demandé à quelqu'un.
Patrice Talon a posé un acte au Bénin à la date d'aujourd'hui pour dire je ne pars pas, je reste, etc. Mais comme les gens passent leur temps, je parle des opposants, Ben, pas que je vous a dit ce qui n'est d'avoir pas, aussi a dit ce qui n'est pas. l'incertitude du lendemain vous amène à vous demander s'il veut vraiment partir. Qu'est-ce qu'ils appellent l'incertitude? Ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure, la marque. Non. Un homme a travaillé. Il nous a montré un modèle. Oui. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. Mais par rapport aux 10 modèles, il faut espérer que quelqu'un puisse l'incarner. Ça ne veut pas dire que le moteur de ce modèle-là, c'est de lui forcément qu'il s'agit. C'est pas de ça. Et donc, ceux qui perdent leur temps a dit, Patrice Talon ne va pas partir. Il a fait ceci, il a fait cela. Patrice Talon est obligé de leur répondre. Il ne répond même pas de mon point de vue suffisamment assez. Il faut qu'il réponde tous les jours. Il n'a qu'à le leur dire, la répétition est pédagogique. Bon, non, il n'a plus besoin de faire pédagogie là-dessus, puisque nous avons un test qui encadre justement le mandat. Allez, pour sortir de cet entretien, monsieur Bondolo, il y a un sujet sur tapis actuellement, qui revient en tout cas, la relance de l'appel d'un dialogue national avant le départ de Patrice Talon. Il y a beaucoup de justifications. On a vu le PCB à travers M. Ndianma qui rejette complètement les élections générales en demandant la convocation d'une constituante à l'image de la conférence de 90, donc des assises nationales. Le parti principal de l'opposition, les démocrates, qui relance également le débat. Alors, ces appels vous inspirent quoi? Qu'on est réellement en période de crise et qu'on aille à un dialogue national où c'est juste la recherche de prétexte avant 2026. Vous savez, je suis bien placé pour donner une opinion sur cette question-là. Qu'est-ce qui vous rend particulier? Alors, moi, je vous pose la question. Moi, j'ai eu la chance de connaître les grèves de 85. Ah, d'accord. J'ai eu la chance de connaître les grèves de 88. J'ai eu la chance de connaître les grèves de 93. Et donc, je suis militant. Je suis même grand militant. Aujourd'hui, bon, ce n'est plus exactement le cas. Il faut situer les choses dans leur contexte. Parler de dialogue national. Et ils ont dit quoi encore? En dehors du dialogue, donc assises nationales. Oui, des assises nationales. Dites-moi, quel est le contexte qui exige qu'on aille à un dialogue national à la date d'aujourd'hui? Les exilés politiques, à leur lecture, les prisonniers politiques. Je vous cite ça. Enfin, c'est ce qui est sur tapis. Non, ça m'intéresse. Vous avez dit à leur lecture. C'est eux qui l'ont. Dites-moi, donnez-moi un exemple de quelqu'un qu'on peut appeler exilé politique. Non, là, vous allez leur poser la question. Non, puisque c'est vous qui me posez la question. Oui. Si vous me donnez l'exemple d'un seul homme politique qui est hors du territoire pour des raisons politiques, là, moi, je vais vous décortiquer et je vous apporterai les réponses techniques qui justifient le fait qu'il n'est pas au Bénin. Quand il cite les personnalités, on voit... Il cite qui, par exemple? Bon, il y a Valentin Jonathan, il y a Valentin Jonathan, l'ancien ministre de la Justice, l'ancien maire de Cotonou, Léa Dissioglo, j'en oublie. Non, mais on connaît la liste quand même. Un moment. Parlons de mon aîné, le ministre Jonathan. Mais qui a fait partie du pays? Personne. Il est parti de lui-même. Il s'est créé une psychose, de mon point de vue, inutile. C'est vrai qu'il y a eu un bobo. J'ai oublié, Sébastien Adjavon. Non, attention. Attention. C'est ce qu'il... Le président, il y a beaucoup de personnalités dont il cite les noms, monsieur Le président Adjavon a été reconnu coupable dans des faits, a été condamné par la justice. Et moi, je m'en tiens à cela. Alors, dans un contexte comme celui-là, si le président Adjavon a trouvé le moyen de se soustraire du Bénin pour ne pas purger ses peines, est-ce qu'on va parler d'exilés politiques? Parce que j'ai l'impression qu'on confond tout au Bénin. Exilé politique, c'est celui qui, pour son opinion politique, est inquiété et est obligé de fuir le pays. C'est ça qu'on appelle exilé politique. Après, vous avez parlé de prisonniers politiques. OK. Qui est prisonnier politique? Vous connaissez la liste, hein? Je vais pas pour vous avez évoqué l'exemple de Rekia. Moi, je me réfère toujours à la justice. Parce que le jour où il n'y aura plus de justice, c'est qu'on est tous exposés. On est tous morts.
Mais il y a des faits qui ont été reprochés à notre sœur, Rekia. Des faits lui ont été reprochés. Et elle n'a pas été capable de convaincre la justice qu'elle n'était pas dans les liens de ces faits-là. La justice l'a condamnée. Et de mon point de vue, quand ça arrive comme ça, il faut trouver le bon chemin pour régler le problème. Mais si vous ne prenez pas le bon chemin pour régler le problème, écoutez, on va pas continuer à parler de politique, exilé, prisonnier politique. Non. Si vous refutez sur ces arguments des démocrates, oui. Alors, d'où la question. Je vais vous envoyer à ceux utilisés peut-être par le PCB, qu'on écarte systématiquement tout adversaire qui ne se retrouve pas dans la logique actuelle et on les emprisonne. Il y a un code électoral qui ne facilite pas l'ouverture du jeu et au vu de ces éléments, il faudrait qu'on convoque des assises nationales afin de discuter avec tout le monde. Vous savez, les politiciens n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Je le dis vêtement comme ça. Pourquoi? En 2019, un peu avant les élections de 2019, le chef de l'État, à travers un comité, avait suggéré une relecture de la Constitution, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'ils ne voulaient pas que leurs privilèges soient touchés, ils ont dit on ne révise pas. Mais par la suite, ça a été révisé. Oui, on l'a révisé en 2019. Mais moi, je serais à leur place, la condition révisée là. Je ne vais jamais me présenter dans une élection par rapport à ça. Et là, je suis cohérent. Et c'est en ça que j'approuve les développements du président Azanaï. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans un contexte, au lieu de s'asseoir, puisqu'ils en ont eu l'opportunité de discuter et de tracer le bon chemin pour le pays, d'autres se sont mis en marge. Mais les autres ont travaillé et nous y sommes aujourd'hui. Et la dynamique, il ne faut pas la perdre de vue. Quand le président Talon venait à la tête de ce pays, mais il ne nous a pas caché l'objet pour lequel il venait. Il nous a dit que lui vient pour les réformes. Ce n'est pas beau aujourd'hui d'avoir un parti qu'on appelle Bloc républicain et qui est représenté dans tout le Bénin. Ce n'est pas bon d'avoir un parti qu'on appelle Union progressiste le renouveau et qui est représenté dans tout le Bénin. Ce n'est pas bon d'avoir un parti qu'on appelle les démocrates et qui est représenté dans tout le Bénin. Vous voulez... Non, mais justement, ce que je veux dire, je vais en arriver. Puisque le sujet querellé aujourd'hui, c'est la question de taux, de pourcentage, de représentativité au niveau des circonscriptions, etc. Il n'y a que par ce chemin qu'il faut prendre pour qu'on réduise autant que cela pourrait, pour qu'on réduise l'effectif des partis politiques. Écoutez, le Bloc républicain, d'où moi, où je suis actif, et le président Abdoulaye Biotchane, c'est lui qui nous dirige, n'est-ce pas? Moi, je suis Gilles Rondolo, n'est-ce pas? Fils de Glazoué, mais je suis républicain. De la même manière, il y a d'autres qui sont ailleurs dans le Bénin. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, à Glazoué, on avait 2 ou 3 partis. Chacun faisait son business. Mais aujourd'hui, tout le monde a essayé de se recaser en fonction de son choix idéologique. Et c'est ça qu'il faut pour le Bénin. Donc vous êtes un bon acteur politique de la majorité, un peu comme les vôtres qui estiment J'essaye d'être impartial. Le contexte du tout n'y est pas pour qu'on parle de dialogue national. Non, le dialogue, on va dialoguer de quoi? Moi, je ne sais pas. Ok, d'accord. Des restrictions des libertés peut-être. Ah, mais moi, je suis là maintenant, n'est-ce pas? Oui, vous avez j'ai quoi? La liberté d'aller et de venir. Oui, mais et qui empêche qui d'aller et de venir? Moi, je ne sais pas. Qui empêche qui d'aller et de venir? Moi, dans ma commune, les démocrates font leurs activités. Le président Azanaï est venu faire ses activités à Glazoué. Posez-lui la question. Je l'ai eu au téléphone. On a échangé pendant plus d'une demi-heure parce qu'on est allé lui raconter n'importe quoi, que le maire veut interdire. Le maire, il dit, mais non, président Azanaï, vous connaissez les textes. Mais faites la procédure et moi, je vous autorise. Pourvu que vous soyez dans un endroit qui n'est pas du vandalisme, il veut parler, non? Mais il n'a qu'à parler. Mais quand il a fini de parler, lui, il est rentré chez lui, non? Mais nous, on est sur le terrain, non? Et nous aussi, on a parlé. Mais c'est de la discussion que jaillit la lumière.
Mais si on se retrouve dans un contexte un peu comme aujourd'hui c'est fait, je vais poser une question. Ceux qui parlent là, c'est quoi leur projet de société? Mais ils n'ont qu'à aller travailler sur ça. Attendez qu'on commence par demander les projets de société. Non, mais ils n'ont qu'à commencer. Ils n'ont qu'à commencer. Vous-même, vous avez déjà soumis votre projet. Bien sûr, nous, on est très avancés là-dessus. Vous êtes au pouvoir, d'accord. Vous allez mettre à votre actif le bilan, mais bon. Non, mais nécessairement, puisque nous avons participé à ce qui se fait aujourd'hui. C'est plus facile, en fait, pour la majorité aujourd'hui que pour l'opposition. Chacun est là où il doit être. Dieu permet à chacun d'être là où il doit être. Eux, ils sont là où ils doivent être. Nous, on est là où nous devons être. Et chacun doit pouvoir se battre, d'accord, pour être au service des Béninois et surtout mériter la confiance des Béninois. Et c'est ce à quoi nous, on s'exerce aujourd'hui. On ne fait rien autre que ça. Donc, il n'y a pas d'écho favorable, en tout cas, à ces... Non. C'est une question que je pose. Non. Est-ce que c'est des appels dans le vent? Non. De toutes les façons, il n'y a pas de vent. Hein, actuellement, là où il y a du vent, c'est en Irak. Je dis en Irak, c'est en Israël, c'est en Iran. Et là, vous entendez le vent siffler parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Le vent est où ici? Hein? On a plutôt de l'air, un bon air, un air marin que nous respirons. Donc, de mon point de vue, le contexte, il y a aucun souci au Bénin aujourd'hui qui mérite qu'on aille faire assise nationale, ou conférence, ou qu'est-ce qu'ils disent encore. En tout cas, c'est des morceaux choisis pour ne pas travailler. Hein? Tous ceux qui parlent là, il faut leur dire d'aller travailler sur le terrain. C'est le terrain qui est important. Ils n'ont qu'à aller défendre leurs idées, exposer les idées aux populations et ils vont voir. Il y aura élection pour tout le monde. S'ils remplissent les critères, bon, on va continuer. Parlant de l'association de Patrice Talon, monsieur Rondolo, OBR, vous avez dit que d'ici là, on pourrait voir en tout cas les choses bouger. Comment vous comptez procéder dans la... Vous aurez un duo de candidats au sein de votre formation politique? Mais écoutez, là-dessus, le Bloc républicain a une expérience avérée en matière donc de suscitation de candidatures. Sauf que, pendant la période actuelle, nous n'avons pas encore fait l'exercice du choix d'un candidat pour les présidentielles. Mais nous allons nous inspirer de ce que nous savons mieux faire. Nous avons déjà conduit l'élection de 2019, nous avons conduit 2020, nous avons conduit 2021, mais dans un partenariat stratégique, c'était facile. Il n'y a pas d'élection facile. Non, quand je dis dans le choix, c'est logique que vous accompagnez le chef de l'État. C'est ce que vous croyez. Ah, c'était pas logique? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, mais c'est ce que vous croyez. Vous pensez que s'il n'y a pas eu des hommes qui ont accepté taire leur ego, qui ont accepté faire le sacrifice et dire, nous soutenons la dynamique talent, ça allait se passer comme ça? C'est parce que, en notre sein, nous avons évalué la situation et nous avons trouvé que, en 5 ans, pour le travail qui est fait, c'est souhaité que ce travail-là, la dynamique se maintienne pour les années qui suivent. Que les partis politiques ont accompagné le président Patrice Talon. D'accord. C'est une question de pouvoir. Donc, vous allez vous inspirer de cette expérience, c'est cela? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous expliquais que nous avons désormais de l'expérience en matière de suscitation de candidature. Nous allons nous inspirer de ce que nous avons déjà fait et on restera dans la dynamique là pour trouver un candidat. Maintenant, après, puisque nous avons, comment on l'appelle, l'UPR, etc. Et les tests nous donnent des possibilités pour qu'on travaille ensemble, mais rien ne sera exclu. Parce que nous, on veut maintenir la dynamique talent. Et pour maintenir la dynamique talent, on va reculer devant aucun moyen législatif qu'on peut exploiter. C'est pour vous dire quoi? Si le schéma, c'est d'avoir chacun son candidat, on va y aller. Si le schéma, c'est de mutualiser les énergies, on va y aller. Rien n'est à exclure. À la date d'aujourd'hui, on ne peut pas rester dans son petit confort pour dire, ah non, hein, c'est le candidat tant qui gagne. Non. On va s'asseoir, on va discuter. Et soyez rassurés, on discute tous les jours. Et bientôt, vous saurez ce qui va se passer. Cela nous tarde, mais bon, vous choisissez votre timing. Merci Prenez beaucoup. Votre mal en Gilles patience. Rondolo, vous êtes le maire de la commune de Glazoué. Nous avons démarré nos échanges par
ces informations issues du Conseil des ministres pour améliorer la réforme de la décentralisation, des décisions après ce séminaire que vous avez eu, en tout cas tout le corps de décentralisation avec le chef de l'État. Et nous avons essayé d'aborder quelques questions d'actualité. Je vous donne quelques secondes pour conclure, Gilles Ondolo. Ben écoutez, à la date d'aujourd'hui, je crois que je vais adresser une invite à la jeunesse. Il faut que cette jeunesse comprenne que il y a une dynamique qui est née, il y a un modèle, une autre manière de gérer qui est née. On appelle ça la marque talent. Cette marque, travaillons, jeune génération, travaillons pour maintenir la dynamique. Merci beaucoup, Gilles Ondolo. On vous a rendu votre pouvoir tellement exigé. Vous l'avez, vous demandez en tout cas qu'on aille au-delà pour vraiment atteindre ce développement à la base et vous en appelez également à la contribution des populations puisqu'il vous faut de la ressource avant de compter même sur l'accompagnement et l'appui du pouvoir central. Nous vous remercions pour ce déplacement. Merci. Nous vous disons donc bon retour merci. chez vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin cet entretien qui reçoit Gilles Ondolo, maire de Glazoué, pour aborder bien évidemment c'est ce recadrage de la réforme de la décentralisation, des initiatives que notre invité a appréciées, demandant qu'on aille au-delà d'ailleurs, mais on pourra expérimenter ce qui est déjà pour une cohésion au sein de nos communes et également une efficacité de cette réforme. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que toutes nos productions restent toujours disponibles sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin, l'application E-Télé que vous pouvez également télécharger. E-Télé avec vous, pour vous. Nos programmes se poursuivent.